L'année dernière, en 2021, il y a 122 femmes qui sont mortes sous les coups, qui sont mortes à cause de violences. 14 enfants mineurs. Vous vous rendez compte? 14 enfants mineurs. Là, cette année, déjà, on est déjà à 120 féminicides. Là, au mois de novembre, là, on est déjà à 120 féminicides. Donc, la lutte, elle continue. Donc, les violences, il faut que ça cesse. On est là, on est mobilisés, on est sur le terrain pour dire stop aux femmes victimes de violences, stop à toutes les violences faites aux femmes et aux enfants. Moi, j'y crois. Je continue de croire en nous, je continue de croire en vous. Je continue de penser que on est dans une espèce de temps où les choses se modernisent, où les choses changent, où on ose dire non, où on ose prendre sa place, où on ose être dans notre être pur et véritable, qu'on ose être dans notre leadership. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous présenter un petit topo psychologique et policier sur les violences conjugales. On va d'abord vous passer une vidéo. On va prendre les questions à la fin, même si en effet je voudrais que ce soit... Alors les violences conjugales, c'est pas seulement un couple qui se déchire, c'est aussi tout un environnement culturel. Et on va commencer le petit PowerPoint par une vidéo qui va montrer, moi je suis d'origine algérienne, donc j'ai une attirance plus particulière pour cette culture. Donc j'ai récupéré cette vidéo qui va vous permettre de voir comment une femme, dès son plus jeune âge, finalement est conditionnée par cette culture. بالعقل بنتي ما تجريش. هكذا يا بنتي لازم تكوني طفلة مرتبة ورزينة حنينة حطي الفيلو تاع خوك ودخلي للدار. بوه ما تصوتيش عس اختك. نقصي من صوتك. وشنو هالضحكة؟ هادي ماشي ضحكة بناتنا. ترتبي كيما كاع البنات وحكمي سبعك. الراجل ما فيش العيب. المرأة حاشاك. واش كنت ديري في هذيك البلاصة؟ عمومك شافوك وراهم يتحلفوا فيك اليوم يذبحوك. تبسمي نوضي حطي اجري مسحي ارفدي الصبري كي بالعقل سقمي روحك لراجلك. شنو هذا الماكياج؟ استري روحك نغمي مليح هكذا نحبك. ضربها تكون كش ما دارت. معليش ضربي النح صح انتي تاني نقصي من روحك شويه. زاد ضربة هاد المرة بزاف. المغبونة البارح سمعناها ترغي تقول واحد كان يذبح فيها. ما تقدرش تدخل روحك، بالك باباها بالك خوها ولا راجلها مولا بيتها تاج راسها وش راح تقول؟ اختاس بوها. هي تاني شتيها كيفاش كانت لابسه جابتها لروحها. وش داها لتما؟ قتلوها حرقوها لقيناها مرمية. Au commissariat, nous, on a la force d'être plusieurs intervenants qui ne sont pas policiers ou qui sont anciens policiers et qui peuvent accompagner les femmes quand elles arrivent au commissariat, avant un dépôt de plainte, pendant, après, pour une préparation au dépôt de plainte. Voilà. Je vous ai mis une définition qui, moi, me parle de Hannah Arendt, qui dit que la violence est un moyen utilisé pour assurer le pouvoir sur l'autre. Il s'agit d'un rapport de force dans lequel l'un est sujet et l'autre est objet. Elles sont intentionnelles et punies par la loi. C'est pas normal de subir des violences. C'est interdit par la loi. Peu importe la culture. Ce qui définit les violences conjugales, c'est le processus d'emprise, donc avec un cycle très précis qui est installé par l'agresseur. Donc ça, on va y revenir tout à l'heure avec le schéma. Chaque année, en moyenne, 213 000 femmes déclarent subir des violences conjugales, physiques ou sexuelles en France par leur conjoint ou ex-conjoint. Celles qui vivent avec le conjoint au moment des faits, 25% ont déjà consulté un médecin, 19% ont vu un psychiatre ou un psychologue, 12% se sont rendus dans les services sociaux et c'est là que le bas blesse, 55% n'ont fait aucune démarche. En ce qui concerne les commissariats, 27% sont rendus dans un commissariat et une gendarmerie et sur ces 27%, seulement 18% ont déposé plainte. Comment on explique cela à votre avis ?
excellent quiz. On protège le mari malgré sa violence. On a peur de soi, même la peur que derrière les conséquences qu'il peut y avoir si on porte plainte. La peur des représailles. Les femmes sont les principales victimes des homicides au sein du couple. En 2020, 102 femmes sont décédées. Donc les enfants sont toujours co-victimes des violences au sein du couple. En 2020, 14 enfants sont morts tués par l'un de leurs parents dans un contexte de violence au sein de couple. Et 82% ont perdu un de leurs parents. Quand on est en couple, on peut se disputer. C'est souvent normal et ça arrive. Pour nos collègues policiers, c'est une différence importante à faire quand ils arrivent sur une intervention de police à domicile sur un différend conjugal. C'est-à-dire la première question qu'ils vont se poser, c'est que est-ce qu'on est sur un conflit ou est-ce qu'on est sur des violences? La différence entre conflit et violence. C'est un couple ordinaire, il y a moi, il y a lui, on se met ensemble. Allô ma chérie, je t'aime. Allô mon chéri, je t'aime. On est sur notre petit nuage, on est dans la fusion. Et puis, à un moment donné, tout le monde sait qu'on descend de notre petit nuage. Donc, on s'autonomise. Il y a moi qui vais aller au cinéma avec mes copines et qui vais travailler. Il y a lui qui va aller au foot avec ses copains et qui va travailler. Et puis, bien sûr, on aura des moments communs où on fera des choses ensemble, le ciné, le théâtre, tout ce qu'on veut. Puis, dans ce couple-là, on aura bien sûr des disputes, des conflits. Et puis, à un moment donné, on va se séparer peut-être parce qu'on n'aura plus grand-chose en commun. C'est un couple où il y aura des disputes. Par exemple, je veux aller à la campagne, tu veux aller à la mer pour les vacances, et peut-être qu'on ira à la montagne. C'est-à-dire qu'on va être dans le compromis, le débat, la discussion. Le conflit va se régler par le langage. On aura aussi des conflits à propos des enfants parce que c'est le sujet où on est le plus différent. Nos histoires sont différentes. On va se disputer à propos des enfants. Laisse-le finir son niveau à la Game Boy ou ne le laisse pas terminer. C'est l'heure d'aller se coucher, il a de l'école demain. On aura ces temps-là. Dans ce couple-là, je n'ai pas peur de lui, il n'a pas peur de moi. Nous sommes à égalité. Ça veut dire qu'il y a moi, il y a lui, et on a autorité sur les enfants. C'est un couple qu'on appelle démocratique, et c'est un couple où, bien sûr, il y a des conflits, mais où je n'ai jamais peur de lui. Et puis, bien sûr, tout le monde sait que le conflit est autorisé par la loi. Maintenant, la violence. Il y a moi, il y a lui, on se met ensemble. Allô, ma chérie, je t'aime. Allô, mon chéri, je t'aime. Quoi ? T'as pas confiance? Pourquoi tu me demandes ça? Très vite, dans ce couple-là, s'installe l'inégalité. Très vite, il va me dire « ton beefsteak est mal cuit, si je le fais cuire davantage la semaine d'après, il sera jamais bon. » Il va me dire « tu sais pas t'occuper des enfants » et dans la même phrase, il va me dire « je t'aime comme personne ne t'aimera, mais regarde comme t'es moche ». Ça, c'est l'emprise, c'est-à-dire dépendance affective et en même temps la dévalorisation de l'autre. Pour ce couple-là, ce qui va être le rôle des professionnels, c'est d'aider cette femme à défaire l'emprise pour qu'elle puisse se reconstruire et décider de sa vie, reprendre sa vie en main. C'est un couple donc inégalitaire, c'est-à-dire qu'il y a lui et moi et les enfants qui sommes sous sa dépendance, sous son pouvoir, sous sa domination. C'est un couple totalitaire, c'est-à-dire que c'est lui qui décide de tout. Il n'y a pas de réciprocité dans ce couple, et donc c'est ça qui fait la différence entre la violence et le conflit. Tout le monde sait que la violence est interdite par la loi, et c'est la grande différence avec le conflit. Le conflit est autorisé, les violences sont interdites. Dans le conflit, on peut avoir des mots grossiers, on peut être brutal, etc., mais on n'est pas dans la violence. La violence, c'est la domination, c'est unilatéral, c'est toujours le même qui domine, et la même qui est dominée. C'est ça, la violence. Quand on cherche un peu dans l'histoire des victimes qui viennent me voir, très souvent on se rend compte que les violences, elles ont commencé à la première grosse. Là où on est très vigilant, nous, c'est sur le moment de la rupture et de la séparation, la personne s'en va, où là, évidemment, l'agresseur risque d'être d'autant plus violent parce que la personne est en train de partir et qui a du mal à le supporter. C'est dans ces moments-là les féminicides le plus souvent. En fonction de la phase
où se trouve la victime, elle va être plus ou moins réceptive aux interventions de l'extérieur, de la famille, des professionnels. C'est-à-dire quand on va être dans la phase 4, vous allez voir de la lune de miel, en général, moi ces dames-là, je ne les vois plus pendant un certain temps. Et quand il va y avoir de nouveau des violences, là je vais les revoir. Et voilà, on est dans un cycle un peu comme ça. Ce cycle, il se répète tout le temps, ça ne changera pas. Et il s'accélère avec le temps dans la relation conjugale. On a tout un tas de troubles anxieux et dépressifs, pouvant mener jusqu'aux idées suicidaires, des symptômes post-traumatiques. Donc la violence, ça crée du traumatisme psychologique, avec une mémoire traumatique qui vient s'activer encore et encore, c'est-à-dire des scènes de violence, même très anciennes, qui peuvent venir s'imposer à vous la journée, la nuit, avec des cauchemars, des reviviscences, des conduites ce qu'on appelle dissociantes, donc prendre des produits pour faire baisser l'angoisse et la tension. Et ça a vraiment un impact sur la personnalité avec une baisse, voire perte, je dirais, d'estime de soi, de confiance en soi, des troubles dans la relation, sentiment de honte, culpabilité, troubles du sommeil, de l'alimentation et des somatisations, c'est-à-dire des mal au dos, mal à la tête, mal au ventre, des choses comme ça. Tout ça, ça se traite, avec un soutien, un accompagnement psychologique pour, dans un premier temps, libérer la parole, venir déposer son histoire. Comme je dis, c'est sac à dos. Il y en a pour un certain moment à faire ça déjà, mais ça peut déjà faire du bien. Ensuite, s'il y a toujours la situation de violence, on essaie d'identifier ensemble et de comprendre les stratégies de l'auteur pour la victime, pour que vous puissiez les détecter, les contrer et vous en protéger. On s'occupe des traumatismes des anciennes violences. On identifie les facteurs de protection, c'est-à-dire comment vous allez pouvoir vous sortir de là, avec l'aide de qui, quoi, comment. Quand la question vient de l'enfant et qu'elle demande, il ou elle demande pourquoi maman et papa ne s'aiment plus, pourquoi maman et papa se sont tapés dessus, pourquoi, voilà, qu'est-ce qu'il est possible de répondre à l'enfant sans mentir, en restant totalement transparente, parce que voilà, l'idée c'est pas non plus de mentir, et en le préservant en même temps. Ce qui est important, c'est reconnaître son émotion et de dire à l'enfant, par exemple, ça peut être une des hypothèses, je ne peux pas t'en parler parce que c'est trop difficile pour moi, mais j'ai entendu ta question et ce que je te propose, c'est que j'y réfléchisse et que je trouve quelqu'un, soit qui puisse t'en parler lui-même, soit que moi je prenne un temps pour y réfléchir et avec par exemple le support d'un livre ou le support d'une autre personne, on va essayer de répondre à ta question. Mais on a le droit aussi de dire, là je ne peux pas t'en parler, c'est trop difficile pour moi. Parce que souvent, notamment dans le cadre des violences, ça peut être très compliqué. Mais dans un premier temps, sur tout ce qui est inquisition de l'enfant ou culpabilisation de l'enfant, il faut vraiment rester à distance et donc de se faire accompagner par quelqu'un. N'oubliez pas de nommer à vos enfants qui est leur personne ressource. Ça, c'est quelque chose qui devrait exister tout le temps, c'est-à-dire de dire à l'enfant à qui tu peux parler si un jour tu n'es pas capable de me parler à moi parce que tu as trop peur, ou parce que tu as trop honte, ou parce que c'est trop difficile. Est-ce que tu as réfléchi à la personne à qui tu pourrais parler ? Que l'enfant puisse identifier une personne ressource, c'est hyper important, parce que même si jusqu'à présent, il n'a pas été confronté à ce type de questions-là, qu'il sache que Tata, la maman de mon copain Robert, la cousine, la maîtresse, la tsem, la dame de cantine, c'est des personnes de confiance que l'enfant a. Parce que quand on lui pose cette question-là, l'enfant est obligé de réfléchir et du coup il nomme quelqu'un dans sa tête et ça va lui servir de ressource à un moment donné où le jour où il aura une difficulté, il se souviendra que ah oui, c'est vrai, il peut peut-être parler à Tata, il peut peut-être parler à la maman de son copain, il peut peut-être parler, et que du coup, ça permettra de sortir le secret, parce que dans le cadre des violences, il faut savoir aussi que les enfants ont honte, ou qu'ils sont eux-mêmes dans le secret, et donc ils ne veulent pas en parler. Et deuxième chose, le 119, il faut en parler aux enfants. Le 119 est un numéro dédié pour tout ce qui est inquiétude sur un enfant, sur des violences, et qu'on peut se saisir nous adultes. On a parlé tout à l'heure d'un témoignage pour une voisine qui s'inquiétait etc. Quand vous sentez ou vous avez l'impression qu'un enfant est en danger autour de vous, dans votre famille, votre voisinage, chez une amie, etc., et que vous
faites-vous confiance sur votre intuition. On ne se trompe pas, en règle générale. Si on est vraiment très, très inquiet pour un enfant, appelez le 119. Et là, vous avez des professionnels qui vous répondent et qui peuvent vous aider, vous aiguiller sur éventuellement des ressources à trouver ou des choses à faire. Alors, avec un point de vigilance important, la médiation familiale, ça ne fonctionne pas en cas de violence conjugale, comme la conseillère conjugale et familiale. C'est pas des personnes qu'on va aller voir si on est victime de violence. Mais je vous en parle parce que la médiation familiale, c'est quand même important en cas de séparation. Ça permet de restaurer la communication. La médiation familiale, c'est donc un espace de parole et de prise de décision pour des personnes qui traversent des tensions ou un conflit. C'est pour ça, on revient bien à ce qu'on a dit tout à l'heure, je vous parle de conflit, pas de violence, dans la famille. Au moment d'une séparation ou d'un divorce, on peut rencontrer le médiateur familial avant, pendant et après la séparation et également en dehors de toute procédure judiciaire. Ça peut être le choix d'un couple qui ne veut pas passer devant le juge aux affaires familiales et qui se dit on est quand même suffisamment en accord pour accepter de se parler autour d'une table, on va aller voir un médiateur ou une médiatrice familiale. Ce qui est dit chez le médiateur reste chez le médiateur et surtout très important, il est indépendant des institutions judiciaires et sociales. Le médiateur familial vous recevra ensemble et vous aidera donc à parler de ce qui a été vécu, compris, ressenti. L'idée c'est de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé dans l'histoire du couple, pourquoi on en est arrivé là, pourquoi il y a séparation. Ça permet, Madame Martinez le disait tout à l'heure, un peu de nettoyer et de poser ses sacs sur toutes les rancœurs qu'on pourrait avoir. Trouver le moyen de vous écouter, de vous parler et de restaurer un dialogue entre donc, le père et la mère. Prendre des décisions sur le partage des responsabilités familiales, parentales, financières. C'est là qu'on va pouvoir aborder la question de la résidence de l'enfant, de la pension alimentaire, toutes ces questions cruciales au moment de la séparation. Et c'est lors de ces entretiens de médiation qu'on peut décider avec l'autre parent de la nouvelle organisation familiale, l'idée étant toujours, bien sûr, de préserver les enfants du conflit que l'on traverse. Les 4 femmes qui vont venir devant vous, c'est un cadeau magnifique qu'elles font pour vous, mais aussi pour elles, enfin pour tout le monde. Le spectacle que vous allez voir s'appelle Rouge. Je vous souhaite un bon moment. principal du Krav Maga, que ce soit pour des enfants ou pour des adultes, c'est-à-dire comment je fais pour rentrer chez moi sain et sauf, safe. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter toute agression, qu'elle soit verbale ou physique. On a des techniques pour se défendre, mais le plus important, c'est qu'est-ce que je dois faire avant qu'une agression arrive, c'est-à-dire la vigilance, la posture, la voix, l'attitude. Comme on dit face à quelqu'un qui est menaçant vers nous, on fuit, on part. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de... Parce que je ne sais pas. Dans la rue, on n'est pas comme un autre sport, comme du karaté, du judo, où il y a des règles. Hélas, dans la rue, il n'y a pas de règles. Le plus difficile en Krav Maga,
c'est parce que lors d'une agression qui arrive, c'est le stress. Parce que quand une agression arrive, c'est très violent, c'est soudain, c'est pas préparé, on s'est pas entraîné, on s'est pas échauffé, ça peut être à n'importe quelle heure, on s'y attend pas, et du coup il faut réagir rapidement. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a le cardio qui monte à 160 alors qu'on n'a rien fait, on a le champ de vision qui se réduit, on peut avoir une paralysie, ce qu'on appelle d'être sur place, de ne plus savoir quoi faire. Et donc du coup nous on travaille là-dessus pour répéter les mouvements qui sont simples, mais il faut les enregistrer. Brigitte avance vers moi, elle joue le rôle de l'agresseur. D'accord, je vais déjà monter mes mains en disant ok, vous avez vu que j'utilise toujours des méthodes d'apaisement. Si je serre les poings, vous avez vu la différence entre faire ça et ça, pourtant c'est pareil. Mais le fait de serrer les poings, je montre que je suis agressif. Donc on va se battre. Le fait de faire ça, je lui dis non, calmez-vous. Une jambe devant, une jambe un peu en arrière, les mains ici. Position vigilante. Maintenant, j'utilise ma voix, mon attitude, ma posture. Si face à un agresseur, notamment pour les enfants, c'est ce qu'on travaille, je suis comme ça, vous imaginez, il n'y a pas besoin de parler pour savoir que l'agresseur va dire c'est bon, je vais en profiter sur cette personne parce qu'elle a peur et laisse-moi tranquille. Là, au contraire, je vais faire face. Ok, elle arrive, elle se déplace et elle avance, je recule pour garder une distance. D'accord? En même temps, je vais rajouter la voix. La voix est une arme puissante, on la travaille. Je joue le rôle de l'agresseur, je vais marcher vers Brigitte. Brigitte a ses mains, elle recule, mais elle regarde de temps en temps derrière, parce qu'on est dans la rue, je vous signale. Donc il peut y avoir du monde, il peut y avoir un obstacle. Et en même temps, elle me dit d'arrêter, de me lâcher. Plus fort. Lâche-moi! Ah! Lâche-moi! Les émotions négatives quand elles se présentent. Quand on a été victime de violence ou peu importe, le système de défense il est très en alerte. D'accord? Donc on va faire redescendre le niveau d'alerte, le niveau de vigilance grâce à la respiration pour pouvoir s'apaiser, pour pouvoir se calmer. J'inspire. Je lève mes deux bras. Je prépare mon poing à mon épaule. Ok? Et je souffle en détruisant ce qui gêne mon passage. D'accord? L'idée, c'est peut-être, pour celles qui arrivent à visualiser facilement, de regarder un chemin pour vous et d'éliminer ce qui peut bloquer. Point à votre épaule et soufflez. Bloquez votre respiration, ramenez l'autre point à votre épaule, visez votre mur ou ce qui bloque le passage et soufflez. Ce que je vais retenir, moi, de cette journée organisée par l'association Jamadjiri, c'est ce dynamisme, cette belle motivation. Madame Dango disait en ouverture à toutes ces femmes qu'elles avaient le droit d'être heureuses. Je pense que c'est la phrase que je vais retenir. Et donc à l'occasion de la célébration de la journée du 25 novembre, de la lutte pour l'élimination des violences faites aux femmes, il est important que toutes nous soyons mobilisées, que tous nous soyons mobilisés, parce qu'il faut que la société fasse corps sur cette thématique. Donc voilà, je me réjouis de voir des professionnels intervenir, de pouvoir apporter une information importante, une information fiable, portée par des professionnels de l'accompagnement, des professionnels aussi des forces de l'ordre qui sont là. Aujourd'hui, samedi 19 novembre 2022, on s'est réunis autour de la journée internationale de lutte contre les violences à l'égard des femmes. Quand on dit violence, ce n'est pas que les violences conjugales, c'est aussi les violences au travail, les violences sexuelles, le cyberharcèlement, toutes les formes de violence. Jamadjiri, notre association de lutte contre les violences à l'égard des femmes, nous défendons les droits des femmes, de toutes les femmes, sans distinction d'origine, d'âge ou de conviction. Avec notre réseau d'entraide avec 10 pôles d'action, nous sommes là pour vous soutenir, pour vous écouter, pour vous orienter, pour vous accompagner. Si vous êtes confronté à des violences, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons un pôle violence conjugale destiné à votre prise en charge, dans lequel en fait il y a une prise en charge pluridisciplinaire qui est proposée. Il y a des cercles de parole, il y a des ateliers d'art-thérapie. Voilà, il y a beaucoup de professionnels, des psychologues, sophrologues, ostéopathies, rien que pour vous. Mais il y a aussi le partage,
le partage d'expériences, de vécu entre les victimes. Jamadjigui, c'est pour vous, Jamadjigui, c'est pour toutes les femmes. Sachez que les violences ne sont pas une fatalité. Femme battante, je m'adresse à toi. Dans la vie, il y a beaucoup d'épreuves, mais sache que nous sommes là pour t'aider à t'en sortir, t'aider à te reconstruire. Tu n'es pas seul.